Ma copine m'a dit qu'elle avait besoin d'une pause. Après la mort de son père, je ne peux pas gérer ça avec toi maintenant. Laisse-moi seul pour que je puisse encaisser tout ça. Mais j'ai découvert qu'elle couchait avec son ex. Elle se vantait auprès de ses amis, couverture parfaite. Il est trop stupide pour remettre en question un deuil. Alors je lui ai fait payer. Maintenant, lançons la vidéo. J'ai 29 ans et je sortais avec cette fille, appelons-la Jay, 27 ans, depuis environ 5 ans et demi. On s'est rencontrés à la fac, rien de fou, pas de moment digne d'un film ou une rencontre originale, juste un projet de groupe et quelques pics sarcastiques qui se sont transformés en textos, puis en sorties, et finalement en cette relation. Je ne vais pas mentir et dire que c'était parfait ou autre, mais c'était réel et ça fonctionnait. On avait le même sens de l'humour, tous les deux un peu introvertis, un peu secs dans notre manière de parler aux gens. C'était naturel. Après la fac, on est restés ensemble, on a emménagé ensemble après environ 3 ans, à peu près. Je gérais le loyer, les courses la plupart du temps, je payais les affaires du chien quand on en a adopté un bâtard plein d'énergie mais adorable. Elle aidait ici et là, mais je ne faisais pas les comptes. Je n'en voyais pas la nécessité. J'ai été élevé comme ça, tu prends soin des gens que tu aimes, tu fais ce qu'il y a à faire. Je ne suis pas du genre à faire des déclarations sentimentales. Tu ne me trouveras pas en train d'écrire de la poésie sur une application ou de planifier des surprises d'anniversaire extravagantes. Mais je suis le gars qui est là. J'agis. J'ai toujours cru que si quelqu'un compte pour toi, tu prends soin de lui, sans poser de questions. Alors quand Jay m'a appelé il y a quelques mois, en larmes au téléphone, pas juste quelques sanglots, mais littéralement elle avait du mal à respirer et m'a dit que son père était mort, je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit à mon patron que j'avais une urgence personnelle, j'ai préparé un sac en vitesse et j'ai traversé la ville jusqu'à la maison de sa mère. Je n'ai pas posé de questions, je n'ai pas hésité. Je suis juste monté dans la voiture et j'y suis allé. Elle était en miettes quand je suis arrivé. Je ne l'avais jamais vue comme ça. C'était d'habitude elle la calme dans les disputes, elle ne haussait pas le ton, elle ne pleurait pas, même quand c'était tendu. Mais là, c'était différent. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient gonflés, elle n'arrivait même pas à articuler des phrases complètes. Je l'ai juste prise dans mes bras et je l'ai laissée pleurer. J'ai mis quelque chose de doux à la télé, je suis resté là avec elle en silence sauf quand elle parlait. Je crois que je n'ai pas quitté ce canapé pendant des heures. J'ai fini par rester 5 nuits. J'ai dormi sur le canapé même si sa mère m'avait proposé la chambre d'amis. Je sentais qu'il fallait que je sois là, disponible, pas enfermé ailleurs. J'ai promené le chien dans le quartier, j'ai ramené à manger, fait des petites courses pour sa mère. Elle aussi était au bord du gouffre et je ne voulais pas qu'elle s'inquiète pour les courses ou les papiers. Ce n'était pas pour jouer au mec parfait ou gagner des points. C'est juste ce qu'on fait, non? Il y a eu un moment, peut-être la 3e nuit, où je me suis surpris à penser, voilà à quoi ressemble vraiment l'amour. Pas des fleurs, ni des dîners en amoureux ou des selfies de couple. Juste faire les choses discrètes quand l'autre est trop brisé pour les faire lui-même. Juste être là. Les funérailles ont eu lieu. J'ai mis un costume noir simple que j'avais depuis la fac. Je n'ai pas beaucoup parlé aux gens, je suis resté près d'elle. Elle n'a pas lâché mon bras de toute la cérémonie, comme si elle avait peur de me perdre. Quelques membres de sa famille m'ont fait un signe de tête ou m'ont remercié, mais je n'étais pas là pour ça. Sa mère m'a serré fort dans ses bras après et m'a dit que j'avais été un pilier pour elle deux. Ça m'a marqué. Un pilier. Je ne me sentais pas comme tel. Je me sentais plutôt impuissant, pour être honnête. J'ai l'habitude de réparer les choses au boulot, dans la vie, même à l'appart. Je résous les problèmes. Mais la mort, ça ne se répare pas. Alors tout ce que je pouvais faire, c'était rester solide, constant, être cette personne dont elle n'avait pas à se soucier. Et je crois que pendant un moment, je pensais que ça voulait dire quelque chose. Après les funérailles, tout est devenu plus calme. Je suis retourné au travail. Elle est restée quelques jours de plus chez sa mère. On s'envoyait quelques textos. Je lui laissais de l'espace, pensant qu'elle avait besoin de temps pour digérer. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'en remette du jour au lendemain. Je ne pensais pas qu'il y avait une échéance pour aller mieux. J'étais prêt à prendre le temps. Mais maintenant que je repense à tout ça, je me demande si la distance n'avait pas déjà commencé plus tôt que je ne le pensais. Elle a commencé à moins m'écrire. Les réponses arrivaient plus tard, plus courtes. Il y avait des journées entières où elle ne disait rien sauf si je faisais le premier pas. À l'époque, je me disais qu'elle était probablement juste fatiguée.
Le deuil, c'est étrange, ça touche chacun différemment. Parfois, tu veux juste dormir toute la journée. Parfois, tu veux disparaître. Puis il y a eu ce premier moment bizarre. Elle ne rentrait plus tous les soirs. Elle disait qu'elle restait chez sa mère parce que la maison lui semblait trop lourde. Je ne me suis pas opposé. Je lui ai dit que je comprenais. Mais ça a continué. Une nuit est devenue deux, puis des week-ends entiers. Et puis le texto. Je rentrais du boulot, un jeudi banal. Je me souviens que la radio passait un truc débile et j'étais un peu dans la lune. Puis mon téléphone a vibré. Tu peux ne pas rentrer ce soir? J'ai besoin d'être seul. C'est tout. Pas de contexte, pas d'explication. Je me suis arrêté à une station-service, juste assis là dans ma voiture à fixer ce message. J'ai essayé de l'appeler, messagerie. J'ai envoyé quelques textos de suivi. Rien. Puis j'ai vu que j'étais bloqué. Téléphone, Instagram, WhatsApp. Elle avait disparu. Et je ne comprenais pas. Pas du tout. Je n'étais pas encore en colère. Juste perdu. Comment tu passes de 5 ans et un enterrement à un simple message et un mur de silence? Je me suis dit qu'elle faisait peut-être une crise, qu'elle avait besoin d'air, que c'était peut-être juste un geste impulsif et qu'elle m'appellerait le lendemain. Elle ne l'a pas fait. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas. Le plus étrange dans tout ça, c'est à quel point cette journée était normale. Je ne faisais rien de spécial, j'étais juste assis sur le canapé, 2 jours après avoir été bloqué, le chien endormi à côté de moi, en essayant de me distraire avec YouTube ou n'importe quoi, en essayant de ne pas vérifier mon téléphone toutes les 2 minutes, en essayant d'arrêter de me faire des films où elle aurait juste besoin de temps ou d'espace ou peu importe ce que les gens disent quand ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Puis mon téléphone a vibré. C'était un message de elle, une des amies de Jay, pas quelqu'un avec qui j'avais jamais eu de grandes conversations ou quoi que ce soit. On s'était croisés quelques fois dans des sorties de groupe. Elle était gentille, neutre, plutôt réservée, donc voir son nom apparaître d'un coup m'a pris de court. Son message était bref, « Salut, je ne veux pas me mêler de ça, mais tu devrais savoir que Jay sort tous les soirs, pas toute seule. » Je suis resté à le fixer un moment, juste assis là avec mon téléphone dans les mains, à relire le message comme s'il allait changer ou faire plus de sens à la deuxième lecture. Alors j'ai répondu, « Elle est avec qui ?» Elle a répondu tout de suite, le même gars qu'avant. Celui avec qui elle était quand vous aviez fait une pause. C'est à ce moment précis, ce moment-là, que je l'ai ressenti. Comme si ma poitrine s'était effondrée un peu. Je me suis souvenu de ce type. Je me suis souvenu de toute cette période. C'était il y a des années. Jay et moi avions pris une courte pause. Elle avait dit qu'elle avait besoin de temps, de clarté, tout ça. À l'époque, j'avais respecté sa décision, pris du recul, lui avais laissé de l'espace. Et même pas 2 semaines après ça, elle avait couché avec un mec qu'elle connaissait de ses cours. Elle avait dit que c'était une erreur, que c'était arrivé une seule fois, qu'elle s'était sentie mal ensuite. Elle l'avait traité de manipulateur et de dégoûtant. Jurait qu'elle l'avait bloqué, dit qu'elle ne voulait plus jamais voir son nom. Et maintenant, voilà que je suis là, assis sur le canapé, en train de penser qu'elle est peut-être en train de sombrer à cause du deuil, ou simplement submergée, alors qu'en réalité elle est de nouveau avec lui, dehors, la nuit, probablement en train de rire, de lui tenir la main, qui sait quoi d'autre, pendant que moi je promenais son chien, que j'aidais sa mère, que je lui laissais de l'espace. Elle couchait à nouveau avec quelqu'un qu'elle disait autrefois la dégoûter. Et oui, je n'ai pas répondu à elle après ça. Je ne pouvais pas. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Merci pour l'info? Ça paraissait pathétique, d'être dans cette position, d'avoir besoin qu'une autre personne m'apprenne ça. Alors je suis juste resté là en silence, le chien toujours à côté de moi, la télé allumée sur une vidéo stupide que je n'entendais même pas. Et d'un coup, tout a commencé à s'éclairer, de la pire des façons. Tous les moments bizarres qui n'avaient aucun sens avant devenaient parfaitement logiques maintenant. Les promenades qui duraient 3 heures, les nuits où elle disait être chez sa mère mais ne répondait pas aux messages, les efforts qu'elle mettait dans ses tenues alors qu'elle disait juste avoir besoin d'air, le passage soudain de pleurer dans mes bras à ne presque plus me parler. Ce n'était pas du chagrin. C'était une rupture propre, planifiée, calculée. Elle avait utilisé la mort comme couverture. Je sais que ça paraît dramatique écrit noir sur blanc comme ça, mais quand on le vit, ça ne paraît pas dramatique, ça paraît froid. Je crois que c'est ça le plus dur à encaisser. Pas juste qu'elle voyait quelqu'un d'autre, pas même que c'était ce type-là, mais qu'elle ait utilisé quelque chose comme la mort,
quelque chose de réel, de lourd, pour justifier de le faire en silence, pour être sûr que personne ne poserait de questions. Parce que qui interroge quelqu'un qui est en deuil? C'est ça qui m'a le plus frappé. J'ai repassé les dernières semaines dans ma tête, en essayant de retrouver à quel moment ça avait commencé. Était-elle déjà en train de planifier tout ça avant la mort de son père? Était-elle déjà en train de lui écrire pendant qu'on partageait encore le même lit? Attendait-elle juste une excuse pour couper les ponts sans avoir l'air d'une salope? Et honnêtement, je pense que la réponse est oui. Je ne dis pas ça à la légère. Je déteste ressembler à l'ex mère. Mais on ne passe pas de « je suis détruite » à « je suis de retour avec le gars que je disais haïr » à moins d'avoir déjà un pied dehors. Je me suis souvenu de la façon dont elle s'accrochait à moi pendant les funérailles, de la façon dont sa mère m'avait serré dans ses bras en me disant que j'étais un roc, de la façon dont j'avais pris congé et géré les choses pour qu'elle n'ait pas à le faire. Et pendant tout ce temps, elle ne reconstruisait rien, elle faisait ses bagages, mentalement, émotionnellement. Et moi je ne voyais rien, parce que je lui faisais confiance. C'est ça qui m'a fait me sentir trahi. Pas le fait d'avoir été trompé, pas d'avoir été bloqué, mais d'avoir été ce gars qui pensait sincèrement qu'il aidait la femme qu'il aimait à traverser quelque chose de traumatisant, alors qu'elle était déjà partie. Ce n'était jamais une question d'espace, jamais une question de temps pour faire son deuil. C'était une façon de s'assurer que je ne poserais pas de questions. S'assurer que personne ne poserait de questions, c'était ça son plan de sortie, et elle l'a exécuté à la perfection. Donc après cette nuit où j'ai fini par assembler les pièces et comprendre qu'elle était avec ce même gars, je n'ai pas dormi. J'ai essayé, mais mon cerveau ne s'éteignait pas. Je repensais sans arrêt à ce qu'elle m'avait dit, à ce qu'elle m'avait envoyé avant, à tout ce que j'avais revu avec du recul. C'était comme si tous les signes avaient toujours été là, mais j'étais tellement occupé à lui laisser de l'espace et à être un soutien que je n'ai même pas pensé à regarder. Et plus j'y pensais, plus cette histoire de deuil commençait à me sembler bizarre. Pas que je pensais que personne n'était mort, je ne suis pas insensible à ce point, mais sa manière d'agir après, ça ne collait pas. Je me suis rappelé une nuit dans la cuisine, elle pleurait fort, vraiment fort, et je me suis juste assis avec elle sans rien dire pour ne pas sortir une connerie. Et à un moment elle m'a dit, c'était le seul qui me comprenait vraiment. Et je me souviens avoir pensé, mince, je ne savais pas qu'elle était aussi proche de lui. Je ne les avais jamais vus discuter tant que ça, elle ne m'en parlait jamais comme ça. Mais je m'étais dit que les gens réagissent de manière étrange au deuil. Parfois, tu ne réalises combien quelqu'un comptait que lorsqu'il est parti, non? Sauf que maintenant, avec tout ce que je savais, cette phrase résonnait autrement. Alors j'ai commencé à vérifier, vraiment vérifier. J'ai ressorti de vieux textos, de vieilles photos, de quand on allait chez sa famille pour les fêtes ou les anniversaires. J'ai regardé les clichés, ce gars était sur certains d'entre eux, ouais, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange, elle ne le présentait jamais comme son père. Pas une seule fois. C'était toujours « Marc ». Pas « papa », pas « mon père », même pas un petit surnom affectueux comme « papounet », juste son prénom. Même dans une publication pour la fête des pères, elle avait écrit « Bonne fête des pères Marc, merci d'avoir toujours été stable ». C'est tout. Pas « je t'aime », pas « tu me manques déjà », rien de ce genre. Alors j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai ouvert Facebook, j'étais encore ami avec sa mère. J'ai fait défiler sa page pendant 10 minutes à peine, avant de tomber sur ce commentaire sous une vieille photo de famille datant d'environ 6 ans, quelqu'un avait écrit « Tu as été un beau-père si constant pour j'ai toutes ces années, elle a de la chance. » Voilà. Beau-père. Donc tout ce temps, elle m'avait fait croire que son père était mort, mais ce n'était pas son père, c'était le mari de sa mère, son beau-père. Et encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas triste. Une perte reste une perte. Mais elle avait tellement appuyé sur le registre « Je suis anéanti » que j'avais cru que c'était son vrai père. La façon dont elle s'était servie de ça pour disparaître, pour me bloquer, pour se volatiliser comme si elle était trop brisée pour fonctionner, tout était basé sur quelque chose qui n'était même pas toute la vérité. Elle ne l'a jamais appelé papa, en 5 ans et demi de relation, jamais. Ni à moi, ni à ses amis, jamais. Mais maintenant elle utilisait sa mort comme une énorme couverture émotionnelle pour cacher ce qu'elle faisait vraiment. C'est ça qui m'a retourné la tête. Parce que j'étais là. J'avais pris congé. J'avais cuisiné pour sa mère. J'avais fait les courses. Je n'avais pas fait tout ça pour une médaille ou une carte de remerciement, je l'avais fait parce que je pensais aider ma copine à traverser une période atroce. Mais maintenant, je me rendais compte qu'elle s'en était servie non seulement pour attirer la sympathie, mais pour s'éclipser discrètement.
C'est comme si elle savait que personne ne la questionnerait si elle se taisait. Personne ne l'embêterait si elle disait qu'elle faisait son deuil. Et tout le monde la laissait tranquille. Moi, ses amis, tout le monde. Mais le deuil n'était pas la raison pour laquelle elle m'a bloqué. Ce n'est pas pour ça qu'elle a arrêté de dormir dans notre lit. Ni pourquoi elle se mettait à sortir marcher à minuit. Ni pourquoi elle a renoué avec un gars qu'elle avait un jour qualifié d'erreur. Ce n'était pas le deuil. C'était elle. Et honnêtement, cette histoire de beau-père a confirmé quelque chose de plus profond pour moi, qu'elle avait tout planifié bien plus que je ne voulais l'admettre. Elle ne s'est pas juste réfugiée dans les bras d'un autre. Elle a mis en place un récit. Elle a testé jusqu'où elle pouvait s'éloigner sans que je réagisse. Et une fois qu'elle a su que je ne pousserais pas, elle est allée jusqu'au bout. Je me suis aussi souvenu d'un truc, un peu au hasard, mais qui m'a marqué. Elle m'avait dit, il y a longtemps, que son beau-père lui envoyait un peu d'argent tous les quelques mois. Genre de petites choses, pour les courses, l'essence, ce genre d'argent du type « tu vas bien ?» À l'époque, je n'y avais pas trop pensé. Je payais déjà le loyer et les factures, alors j'ai supposé que ça l'aidait pour le reste. Mais maintenant je me demandais si cet argent n'était pas plus une bouée de sauvetage qu'autre chose. Peut-être que c'est pour ça que son chagrin semblait si profond. Pas parce qu'elle avait perdu un membre de sa famille, mais parce qu'elle avait perdu un filet de sécurité. Cette pensée ne m'a pas quitté pendant des jours. Je n'arrêtais pas de me demander, qu'est-ce que je ne savais pas encore? Si elle a utilisé sa mort comme couverture, qu'est-ce qui faisait encore partie du plan? Y avait-il quelqu'un d'autre même avant les funérailles? Est-ce que j'étais juste le gars qui maintenait l'équilibre pendant qu'elle décidait quoi faire? Et ouais, je sais à quel point ça sonne amer, mais plus j'y repensais, plus je réalisais que je ne m'étais même pas fait larguer. J'avais été remplacé en silence. Elle ne m'a même pas accordé le respect d'une dernière discussion. Pas de clôture. Pas d'explication. Juste du deuil, puis plus rien. Ce n'était pas du chagrin. C'était une stratégie. Une fois que tout a commencé à s'éclairer, cette disparition soudaine, ce gars qu'elle prétendait détester, ce silence enveloppé de deuil, je me suis retrouvé coincé dans un endroit étrange où j'avais besoin de réponses, tout en sachant que je ne les obtiendrais pas d'elle. J'étais bloqué partout. Pas d'explication. Pas de « c'est fini ». Juste ce genre de départ silencieux qui te fait te sentir idiot de ne pas avoir compris plus tôt. Alors j'ai fait ce que n'importe quel mec normal ferait probablement à ce moment-là, j'ai arrêté de supposer et j'ai commencé à chercher. Rien d'obsessionnel, je ne suis pas allé traquer sa famille ni essayer de pirater ses mails ou faire un truc de fou furieux. J'ai juste créé un faux profil sur une appli de rencontre, bio vide, pas de photos, juste assez pour faire défiler. J'ai utilisé le numéro d'un pote pour qu'elle ne le reconnaisse pas si jamais quelque chose de bizarre se produisait. Je me suis dit, bon, si elle est vraiment en train de se reconstruire ou de guérir ou peu importe ce qu'elle voulait que tout le monde pense, elle ne serait pas là à draguer déjà. Pas comme ça. Mais j'avais ce pressentiment. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Tu sais, parfois, tu ressens juste que quelqu'un est en train de te manipuler, même si personne ne l'a encore dit à voix haute. C'est là où j'en étais. Ça n'a pas pris longtemps. Je faisais défiler depuis à peine 10 ou 15 minutes quand je suis tombé sur elle. Un nom différent, une seule lettre de différence, même pas malin. Ville différente indiquée, alors que je savais qu'elle était encore ici. Mais c'était elle. Les mêmes photos, le même angle de profil qu'elle utilisait toujours, le même collier-barre en argent, celui que je lui avais offert il y a 2 ans pour son anniversaire, à une époque où je croyais encore construire un avenir avec elle. Mes mains se sont figées une seconde. Je ne faisais même plus défiler. Je regardais juste son profil. Parce que le truc, c'est que ce n'était pas seulement qu'elle était de retour sur les applis. Tout son ton avait changé. Aucun loisir mentionné, pas de « juste à la recherche d'un lien », ni de citation pseudo-profonde ou de clichés du genre « aventure et tacos ». Toute sa bio se résumait à une seule phrase « ne perdons pas notre temps ». Je cherche de la générosité. Ce mot générosité, si tu as passé plus de 5 minutes en ligne, tu sais ce que ça veut dire. Ce n'est pas une question de gentillesse, ni de rendez-vous amoureux. C'est un code. Un signal pour les mecs avec de l'argent. Ceux qui veulent avoir l'impression de sauver quelqu'un, de l'impressionner. Ceux qui veulent aider en échange d'attention. J'ai fait glisser vers l'arrière pour revérifier. Son profil était lié à un petit symbole d'éclair, avec un pseudo étrange à côté, genre identifiant de paiement intégré discrètement dans sa bio, comme une suggestion silencieuse. C'est là que j'ai compris.
Elle n'était pas en train de faire son deuil. Elle ne sortait pas avec quelqu'un. Elle travaillait. Elle lançait des appâts doux pour des types persuadés qu'ils allaient être son prochain sauveur secret ou petit ami à réparer. Les mecs du genre à sortir l'argent d'abord et poser les questions après. Et le plus dingue, c'est qu'elle faisait ça avec un visage parfaitement neutre, pendant que sa mère pensait encore qu'elle était à l'extérieur, en train de bosser sur un programme de master, pendant que certains de ses amis devaient encore lui mettre des likes de compassion sur de vieux posts. Pendant que moi, j'étais là à ramasser les morceaux et à me demander ce que j'avais fait de mal. Elle ne m'a pas juste quitté. Elle s'est rebrandée. Je sais, ça paraît étrange dit comme ça, mais c'était la seule façon de l'expliquer. C'était comme si elle avait complètement essuyé le passé de ses semelles, changé de ton, changé de plateforme et était entrée dans une nouvelle version d'elle-même où elle était le prix, et tout le reste n'était là que pour lui ouvrir les portes et lui jeter de l'argent. Je revenais sans cesse à ce collier sur la photo. Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Je me souvenais de l'avoir acheté. Je me souvenais d'elle l'ouvrant, dans ce restaurant italien du centre-ville. Elle avait dit, c'est simple et propre, juste comme toi. Ça m'était resté. Et maintenant, il était là, utilisé pour appâter des inconnus comme un leurre. Un petit souvenir de notre ancienne vie devenue un objet transactionnel. J'ai quitté l'appli. Je n'ai pas glissé, je n'ai pas essayé de lui écrire. J'ai juste fermé et fixé le mur un moment. Le chien dormait encore, totalement inconscient que je venais de voir le dernier morceau du puzzle s'emboîter. Elle n'était pas dévastée. Elle n'était pas perdue. Elle ne déraillait pas. Elle s'était réorientée. Elle recevait de l'aide de son beau-père depuis des années, ça je m'en souvenais. De petites aides financières, ici et là. Et quand ça s'est arrêté, elle n'a pas paniqué. Elle l'a remplacé. Et c'est là que tout a commencé à s'assembler d'une autre manière. Toutes ces questions qu'elle me posait, parfois au hasard, sur mon boulot, sur les primes, sur les économies, si je pensais que les investissements valaient le coup. Je croyais qu'elle faisait juste la conversation, qu'elle était curieuse, qu'elle planifiait peut-être pour nous. Mais maintenant ça ressemblait à une étude de marché. Et quand je ne lui ai pas donné d'accès, quand j'ai gardé mes finances privées, que je payais seul le loyer, que je n'ai pas co-signé de carte ou lâché du cash pour des urgences, peut-être qu'elle a décidé qu'il était temps de trouver une nouvelle configuration. Une qui rapportait plus vite et sans conscience morale. Et franchement, je n'étais même pas en colère. J'étais juste lucide. Comme si tout devenait net d'un seul coup. Elle ne m'a pas bloqué parce qu'elle ne pouvait pas m'affronter. Elle m'a bloqué parce qu'elle ne pouvait plus m'utiliser. Et ça voulait dire que je n'étais plus utile. Je n'étais plus blessé. J'étais juste éveillé, alerte. Mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Et je sais que ça peut paraître dramatique, mais si tu as déjà été coincé dans une situation confuse pendant longtemps, et qu'un jour tout s'éclaire, alors tu comprends. Et ce n'est même pas que moi qu'elle a ghosté. Il s'est avéré que je n'étais pas le seul qu'elle avait manipulé. Un soir, j'ai reçu un message d'un gars, appelons-le R. Il disait qu'il avait eu mon numéro par elle, l'ami qui m'avait prévenu en premier. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais il est allé droit au but. R m'a dit qu'il avait rencontré G sur une appli, ils avaient matché rapidement. Elle était douce, lui avait dit qu'elle avait vécu quelque chose de lourd récemment, que son père était mort, c'était son entrée en matière. Elle lui avait dit qu'elle avait du mal à s'en remettre, qu'elle n'était pas encore prête à faire confiance, mais qu'elle essayait. Il l'avait cru. La plupart des mecs l'auraient cru. Puis est arrivé ce moment où elle lui a dit que son téléphone risquait d'être coupé. Elle ne lui a pas demandé directement de l'argent, elle a dit un truc du genre, j'ai horreur de dire ça, mais c'est dur de suivre avec tout ce qui se passe, juste assez pour lui faire sentir de la culpabilité et le pousser à proposer lui-même. Ce qu'il a fait. Il a payé sa facture de téléphone. Et quelques jours plus tard, pouf. Disparu. Plus de réponses, profil supprimé, envolé. Quand il a appris que j'avais été avec elle pendant des années, et qu'elle m'avait fait le même coup du deuil pour disparaître, il était furieux. Pas une colère bruyante, mais ce genre de dégoût silencieux. Il ne voulait même pas se venger. Il voulait juste qu'elle sache qu'il avait vu clair dans son jeu. C'est là que je lui ai dit que j'avais une idée. Rien de gros, rien de sale, juste quelque chose de discret, très simple. Je lui ai demandé s'il était d'accord pour lui envoyer un message à nouveau, en disant qu'il voulait reprendre contact. Je lui ai dit d'être naturel, pas bizarre, juste lui dire qu'il avait repensé à elle et regretté comment ça s'était terminé. Peut-être qu'il avait été trop rapide, qu'il ne lui avait pas donné une vraie chance.
Elle a répondu dans l'heure. Sans aucune hésitation. Elle a dit qu'elle adorerait, qu'elle aussi avait ressenti quelque chose de réel. Elle a même ajouté un emoji cœur noir. Il lui a dit qu'il avait réservé une table dans un restaurant rooftop du centre-ville, un que je connaissais déjà bien. Je l'Y avait emmené pour son anniversaire 2 ans plus tôt. Elle a répondu, trop hâte. Et ça m'a tout dit. Alors on a réservé la table, mais elle ne s'y rendrait pas. Le soir du dîner, je suis arrivé en avance, en hoodie et casquette d'abord, assis à quelques rues du resto, juste à surveiller l'entrée. Vers 18h50, elle est arrivée. Talons, robe, rouge à lèvres, le grand jeu. Elle avait clairement passé la journée à se préparer pour ça. Je l'ai regardée se présenter à l'accueil, sourire à l'hôte, puis être conduite à l'étage, à la terrasse. J'ai attendu 5 minutes, puis je suis entré. Rien de théâtral. Pas de déguisement. Pas de drame. J'ai juste échangé mon sweat contre une veste, puis je suis monté directement au rooftop. J'ai balayé les tables du regard. Elle était déjà installée, un verre devant elle, son téléphone sur la table, en train de jeter des coups d'œil autour. Je me suis approché calmement, d'un pas sûr. Pas énervé, pas moqueur. Juste là. Elle a levé les yeux et s'est figée. Elle n'a rien dit, elle n'a même pas cligné des yeux pendant une seconde. On pouvait littéralement voir ses pensées se battre dans son visage. Pourquoi es-tu là? Comment tu as su? Est-ce que je vais être démasqué? Tout ça en même temps. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste glissé une enveloppe sur la table et dit, tu peux la laisser avec l'addition. Puis j'ai tourné les talons et je suis parti. Je n'ai pas attendu de réaction. Je n'en avais pas besoin. Dans l'enveloppe, il y avait tout, des captures d'écran de ses profils, des messages AR, ses récits de deuil envoyés à d'autres gars, ses pseudonymes de paiement, les faux noms, son profil avec le collier en argent celui que je lui avais offert. Il y avait aussi une note imprimée, une page, police simple. Elle disait, si tu lis ceci, tu sais déjà ce que c'est. Tu as utilisé le deuil pour obtenir de l'argent, pour disparaître, pour mentir. C'est sur toi. J'ai tout sauvegardé, les captures, les profils, les noms. Tu peux continuer ce que tu fais, mais sache que ceci part chez ta mère. Et cette dernière phrase, elle était vraie. Je le pensais vraiment. Parce que sa mère m'avait serré dans ses bras aux funérailles. Elle m'avait appelé, la famille. Et maintenant sa fille simulait un traumatisme pour escroquer de l'argent, tout en prétendant être hors de la ville à reconstruire sa vie. Sa mère méritait de savoir. J'ai quitté le restaurant sans me retourner. Je n'ai pas attendu de message. Je ne m'attendais pas à une réaction. Je n'avais pas besoin de crier pour avoir le dernier mot. Il fallait juste qu'elle sache que j'avais tout vu. Et qu'elle ne pouvait plus se cacher derrière ces histoires. Quant à moi, après avoir déposé cette enveloppe sur la table et quitté le lieu, je ne me suis pas senti victorieux ou autre. Je ne souriais pas sur le trottoir, je n'ai pas envoyé de message à mes potes avec un « mission accomplie ». Je me suis juste senti terminé. Pas vide, pas en colère. Juste terminé. Mais après ça, quelque chose me travaillait. Ce n'était plus seulement qu'elle m'avait menti à moi. C'étaient les autres. J'avais parlé avec au moins 2 autres gars à ce moment-là, R et un autre type que je connaissais, qui avaient eux aussi reçu le même discours sur le deuil. L'un d'eux avait payé sa facture de téléphone. L'autre lui avait envoyé de la nourriture, payé quelques trucs sur Venmo pour l'aider pendant qu'elle se reconstruisait. Et tous les deux avaient été ghostés juste après. Exactement le même schéma. Ce n'était pas un accident. C'était une méthode. Et plus j'y pensais, plus je me rendais compte qu'elle devait encore être en train de le faire. Nouvelle appli, nouveau nom, le même collier en argent. Probablement déjà en train de préparer une nouvelle histoire triste, en attendant le prochain gars qui dirait « Fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit ». Alors j'ai appelé quelqu'un. Un pote à moi, d'il y a longtemps. On bossait ensemble dans le même job d'été, avant qu'il parte dans le droit. Ce n'est pas un grand avocat ou quoi, mais il bosse dans un cabinet maintenant, il gère les litiges mineurs, les petites fraudes, les transactions en ligne foireuses. Le genre de truc qu'on ignore souvent, sauf si tu viens avec tout bien imprimé et classé. Je l'ai contacté et je lui ai demandé franchement, si quelqu'un invente de fausses histoires pour soutirer de l'argent à des gens sur des applis, est-ce que c'est illégal? Il m'a répondu, t'as des preuves? J'ai dit oui. Capture d'écran, historique des paiements, bio, faux nom, tout. Il m'a dit que si elle avait affirmé quelque chose de faux pour obtenir de l'argent,
surtout via des applis ou par message, c'était suffisant pour envisager une fraude civile, et peut-être plus s'il y avait un schéma. Alors on a agi. Il m'a aidé à rédiger une lettre. Pas une menace de tribunal, rien d'agressif, juste un avertissement formel. Quelque chose de suffisamment sérieux pour la secouer si elle le lisait. On a gardé ça simple, juste les faits, date de l'interaction, ce qu'elle avait dit, ce que les gars avaient envoyé, comment elle avait coupé contact juste après. Capture de message, relevé de paiement, lien vers les profils, tout bien organisé. Et je l'ai envoyé. Pas à elle. À sa mère. J'ai utilisé l'adresse de retour du cabinet de mon pote, mis le tout dans une grande enveloppe et je l'ai déposé à la poste comme si c'était n'importe quel courrier. Pas de drame. Juste du business. 2 jours plus tard, sa mère m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai vu son nom s'afficher et je me suis dit que je lui devais bien ça. J'ai décroché, et elle n'a même pas dit bonjour. Elle a dit, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas, elle avait l'air dévastée, sincèrement honteuse. Elle m'a dit qu'elle pensait que sa fille traversait quelque chose, qu'elle guérissait, qu'elle retournait peut-être à l'école. Elle m'a dit qu'elle lui envoyait aussi un peu d'argent, juste de temps en temps. Je ne l'ai pas accusée. Ce n'était pas sa faute. J'ai juste dit, je pensais que vous voudriez savoir, c'est tout. Elle m'a remercié, puis elle a raccroché. 4 jours plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite, signée par Jay. Ce n'était pas long, 4 lignes à peine. Elle écrivait que tous les profils avaient été supprimés, qu'elle ne contacterait plus aucun des hommes, qu'elle reconnaissait le tort causé et qu'elle acceptait d'arrêter. Il n'y avait pas de « je suis désolé », aucune explication. Juste une soumission froide et silencieuse. Ce n'était pas des excuses. C'était de la peur. Et je n'étais pas surpris, parce que je n'avais jamais crié. Jamais. Je n'avais jamais menacé. Je ne m'étais jamais affiché en ligne pour la salir. Je n'avais jamais publié à son sujet. J'ai juste laissé la vérité faire son travail. Et maintenant elle doit vivre avec. Elle aurait pu partir proprement. Elle aurait pu me dire qu'elle en avait fini. Elle aurait pu faire une pause, changer de ville, recommencer ailleurs. Mais à la place, elle a utilisé une mort pour créer de la distance, utilisé le deuil pour éviter les questions, utilisé la pitié pour se faire payer. Alors j'ai fait en sorte qu'elle ne puisse plus continuer. Je ne l'ai pas emmenée devant la justice. Je ne lui ai pas demandé de me rembourser. Je ne l'ai pas traînée dans la boue. Tout ce que j'ai fait, c'est éclairer l'endroit qu'elle ne s'attendait pas à voir illuminé, chez elle. Sa mère sait maintenant. Et elle sait que c'est moi qui l'ai mise au courant. Et le meilleur dans tout ça? Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas envoyé de messages haineux. Je n'ai pas supplié pour obtenir des réponses. J'ai juste regardé cette femme se ridiculiser. Et ça m'a amplement suffi. J'ai regardé son escroquerie se construire, puis j'ai fait tomber les fondations sans dire un mot. Maintenant je vis tranquille. J'ai déménagé. La salle de sport, c'est mieux. J'ai eu une promotion au boulot. Le chien est toujours en bonne santé et me saute dessus à la porte comme si j'étais un roi. Je ne regarde pas ses réseaux. Je ne parle pas à nos amis communs. Je n'ai plus rien à dire. Elle a inventé des histoires pour soutirer de l'argent. Moi, j'ai dit la vérité pour les faire cesser. Et elle saura toujours que c'est moi qui l'ai fait.